Bonjour à tous, je suis Bruno Citti de la société Soprasteria. J'interviens habituellement dans le cadre du pilotage de projets de transformation qui impliquent notamment des composantes ECM pour la structuration et la diffusion de l'information et également BPM pour la structuration et l'automatisation des processus que nous allons avoir l'occasion de développer bien évidemment lors de cette présentation sur la base de retours d'expérience. Je suis également membre actif et membre du conseil d'administration du club des pilotes de processus, d'où le logo que vous voyez également sur cette page, aux côtés de Bonitasoft qui nous accueille aujourd'hui avec Anne-Laure Dufou et donc de Soprasteria, et qui permet dans le cadre de ce club également de promouvoir la bonne parole sur les processus, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure lors de la présentation des sociétés. Quelques informations également pratico-pratiques sur le déroulement de ce webinaire. Donc il sera enregistré, donc il est déjà actuellement enregistré. Il sera donc disponible sur le site web de Bonitasoft dès que possible. Pour les questions, elles peuvent être posées dans l'interface du webinaire, dans l'onglet questions, que vous pouvez découvrir dans l'onglet qui s'affiche. Et bien évidemment, il y aura un temps réservé à la fin de la présentation aux questions de votre part. Donc je vais maintenant démarrer. Donc l'agenda de cette présentation est le suivant. Dans une guise d'introduction rapide, Anne-Laure et moi-même allons présenter Bonitasoft et Soprasteria. Ensuite, nous déclinerons quelques concepts et définitions autour des notions justement d'ECM, de BPM et de DTM, qui sont peut-être pour l'instant des sigles un peu barbares, mais que nous allons vous aider à éclairer. Ensuite, nous évoquerons les enjeux métiers et techniques dans le cadre de ce type de projet. Et nous passerons à un retour d'expérience, une démonstration sur la base de ces technologies, de manière à partager avec vous nos réalisations. Et nous conclurons sur quelques bonnes pratiques, qui sont aussi nos convictions, et qui sont issues de nos retours d'expérience sur les différents projets sur lesquels nous avons eu le plaisir de travailler. Donc Anne-Laure, je te laisse la parole pour présenter Bonita. Très bien, merci Bruno. Donc je me présente, je suis Anne-Laure Dufou, certains d'entre vous me connaissent. Je suis responsable des programmes de partenariat chez Bonitasoft et dans ce cadre, nous organisons aujourd'hui ce webinaire avec Bruno Citti de Soprasteria. Alors tout d'abord, une introduction. Certains d'entre vous connaissent bien Bonita de BPM, d'autres moins. Donc quelle est la valeur? Pourquoi Bonita BPM? Tout d'abord parce que les solutions standards du marché, les logiciels métiers, ne répondent en général pas aux spécificités de votre entreprise, de la façon dont se déroule votre processus dans votre organisation, et en particulier à vos exigences sur les écrans, sur l'expérience utilisateur que vous voulez offrir à vos équipes. Finalement, ces solutions ne vous permettent pas d'offrir l'expérience utilisateur que vous voudriez pour vos employés. D'autre part, vous avez aussi la solution de faire des développements spécifiques. Vous avez dû vous en rendre compte, les développements spécifiques s'avèrent en général coûteux. Non seulement au moment du développement, vous n'avez pas d'outils particuliers qui accélèrent votre développement, mais en plus, à chaque fois que vous voulez faire des modifications sur l'application que vous avez développée, cela va vous coûter cher, parce que vous avez besoin de personnes qui connaissent le code, et c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui de maintenir cette connaissance sur des applications, sur des développements spécifiques dans le temps. D'autre part, vous avez dû vous en rendre compte aussi, l'intégration de la nouvelle application que vous voulez introduire dans votre système d'information, cette intégration avec votre système d'information existant est cruciale pour son adoption. Que les utilisateurs, évidemment, ne doivent pas se connecter à cette application, ainsi qu'à toutes les autres dans votre système d'information. Du coup, le manque d'intégration, de fonctionnalités d'intégration des applications de logiciels métiers, ou celles que vous allez devoir développer avec les développements spécifiques, met le projet et son adoption à risque. Bonita est donc une plateforme de développement d'applications
qui est basé sur les processus et qui vous permet de créer des applications qui répondent aux besoins uniques de votre entreprise, de vos équipes et de vos utilisateurs. Donc grâce à la plateforme low code et extensible de Bonita, vous pouvez créer ce qu'on appelle des living applications. Ce sont des applications qui sont complètement personnalisées à vos besoins, la logique métier, les données, les écrans, les aspects de suivi des processus et des actions, des données des utilisateurs sont totalement personnalisés et flexibles, et des applications qui sont intégrées à votre système d'information existant. Vous pouvez ainsi délivrer l'expérience utilisateur dont vous avez besoin. D'autre part, ces applications, on ne les appelle pas seulement des applications dans Bonita BPM, on les appelle des living applications. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent être améliorées en continu et mises à jour régulièrement et facilement. Vous allez donc réduire les coûts de maintenance et d'amélioration de l'application dans le temps. Vous pouvez sans cesse innover, vous n'êtes pas freiné par des applications statiques. Aujourd'hui, Bonita BPM est utilisé par des milliers de clients dans le monde pour leurs processus et en particulier pour les processus critiques qui sont au cœur de leur métier. Pour ces processus, tous ces clients se reposent sur la plateforme Bonita BPM. Donc, je redonne la parole à Bruno pour vous présenter l'approche Soprasteria et ce retour d'expérience sur cette plateforme dans le cadre de ces projets. Merci Anne-Laure. Donc, concernant Soprasteria, nous sommes une société implantée largement au niveau européen et figurant parmi les leaders de notre secteur, avec également une composante conseil forte sur le territoire français, puisque nous sommes présents à Paris et en région, avec plus de 1000 consultants qui accompagnent nos clients sur toute la chaîne de valeur. En termes de mutation, en fait, nous accompagnons ce qu'on appelle les SMAC, le social, le mobile, analytics et le cloud, et toutes les autres technologies avancées comme les objets connectés ou la cybersécurité, dont on entend parler dans les journaux désormais assez régulièrement malheureusement. Et tout ça nous permet à la fois d'intervenir dans le digital, et je vous invite à aller consulter sur notre site Soprasteria le livre blanc digital qu'on a sorti récemment. Et l'objectif en fait, c'est toujours de gagner en réactivité et flexibilité, tout en maîtrisant la qualité et les coûts. Puisque nous sommes dans une logique processus aujourd'hui, je dirais que ça ressemble beaucoup au Lean, la fluidité et la vitesse du Lean et la qualité du Six Sigma. C'est juste une aparté. L'idée ici, c'est bien de partir des métiers, parce que de plus en plus, même si les technologies progressent, il faut répondre aux besoins concrets, et les métiers d'ailleurs ont de plus en plus de poids. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, il convient à la fois d'aligner la stratégie métier et la stratégie IT, et d'impliquer l'ensemble des acteurs. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce type de projet, on ne le réussit pas au-delà des technologies et au-delà des démarches, sans les hommes et les femmes qui sont partie intégrante du succès de ce type de projet. Et on parle de transformation, de changement, et c'est vraiment dans ce cadre-là que l'on mesure l'impact sur les différents acteurs. Quelques mots sur le club des pilotes de processus, puisque nous sommes avec un auditoire qui peut être intéressé par ces notions. Donc pour ma part, j'ai le plaisir d'avoir rejoint ce club il y a une dizaine d'années, qui a été créé en 2006, donc à la fois par des acteurs des télécoms comme Orange, des banquiers et des assurances comme LCL, ex-Crédit Lyonnais et Soprasteria parmi d'autres entreprises d'intégration et de conseil. Et l'objet, c'est simplement d'avoir comme vocation de promouvoir la cause des processus sur la francophonie. Donc, on intervient en France, en Belgique, en Suisse, dans les pays de langue francophone, également au Québec, à travers un certain nombre d'actions qui sont très concrètes. Ce n'est pas seulement un club où l'on parle, mais c'est un club où l'on agit, notamment par des publications. Donc il y a des ateliers thématiques qui sont organisés, qui produisent des livrables entre 12 et 18 mois, donc qui sont les dossiers thématiques. On a également des relations très étroites avec l'AFNOR, et donc on contribue à l'évolution des normes autour des processus. Récemment, pour ceux qui suivent l'actualité de l'ISO 9001, la version 2015 est sortie. Elle est très orientée et très marquée processus, enfin, disons un peu plus que ce qu'elle était déjà bien évidemment.
Nous avons monté un groupe de travail entre l'AFNOR et le Club des processus pour justement identifier les convergences entre la nouvelle norme ISO 9001 version 2015 et l'ouvrage que l'on a sorti et dont je vais parler maintenant, qui est le guide de la gestion des processus, qui s'appuie en fait sur un corpus américain, puisque il y a l'instance américaine qui est la BPMP qui gère toute la connaissance processus dans le cas du BPM CBOC. Donc nous avons l'exclusivité pour la traduction en langue française, nous l'avons enrichi, et ce qui a permis également de travailler avec l'AFNOR sur les complémentarités entre l'approche qualité et l'approche processus. Et comme toujours dans ces cas-là, on s'aperçoit que de plus en plus, les différents mondes se rapprochent et que ça nous permet également de travailler en bonne intelligence avec les différents acteurs. Au passage, je citerai l'Observatoire de la maturité des processus, qui peut aussi intéresser certains d'entre vous, puisqu'on va lancer au cours de l'été la nouvelle campagne qui s'appuie sur un questionnaire d'une 50aine de questions qui vous permet, à l'issue de ce questionnaire, d'avoir une notation sur 6 axes d'analyse et ensuite de pouvoir vous comparer à une courbe moyenne qui est celle de l'ensemble des répondants. Et donc, ça vous donne à la fois votre situation à l'instant T en termes de maturité des processus, si tant est que vous avez déjà une première démarche, c'est de 1 à 5 comme les modèles classiques CMMI ou COBIT ou ITIL. Et également, comme vous pouvez vous comparer à la moyenne, vous voyez si vous êtes plus ou moins en avance selon le critère par rapport à une moyenne de vos pairs. Donc ça peut être aussi un outil assez intéressant d'animation et de progression. Dans la foulée de l'ouvrage Guide des processus, on a également conçu au sein du club des cycles de formation, s'appuyant sur les modules qui sont autant de chapitres de l'ouvrage et que l'on peut administrer en des sessions de 1 jour initiation, 3 jours approfondissement et 5 jours qui mènent à la certification, puisqu'en fait la BPMP propose une certification CBPA qui est le premier niveau et CBPP pour les professionnels chevronnés, et que l'on propose. Donc nous formons les candidats et c'est l'AFNOR qui fait la certification. Donc on a aussi ce partenariat. Donc ça vous permet d'avoir cette certification qui commence à se développer en Europe. Alors il faut dire qu'en France, on n'est pas très orienté certification, mais en Allemagne, il y a à peu près 500 personnes qui sont certifiées, et actuellement on est 50 en France. Vous voyez le chemin qui nous reste à parcourir. Et pour finir, petite touche sympathique, moi-même je suis basé à Nantes, et quand j'ai rejoint le club, je dis ben, c'est très bien votre club, mais bon, club un peu parisien, il y a quand même des gens qui habitent en région, à Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Lille, Lyon, et d'autres villes que j'oublie. Et donc on a créé une première antenne régionale à Nantes qui a permis aux membres qui existaient pour certains de rester motivés. Et de fil en aiguille, on a créé l'antenne de Niort, on a rattaché les mutuelles niortaises, Bordeaux, Lyon, Lille, et désormais on a 5-6 antennes et on continue à se développer, bientôt à Strasbourg, à Montpellier, à Toulouse. Si certains d'entre vous sont des régionaux, ben avec plaisir, vous pouvez nous rejoindre. Sachez que vous aurez également en région un relais. Et ce qui nous permet également, et je finirai là-dessus, de retransmettre ce qu'on appelle les plénières mensuelles, puisque au-delà de tout ce que je viens de dire, le club organise aussi chaque mois une plénière de 18 à 20 heures, le premier mardi, premier jeudi de chaque mois. On invite une entreprise qui vient témoigner de ses actions sur les processus, un éditeur ou une entreprise de conseil d'intégration. Et donc c'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger et de se regrouper entre membres ou non membres, parce que c'est une occasion également d'inventer pour nous des clients, des prospects ou des sympathisants. Donc de mieux connaître le club et de continuer à partager cette passion autour des processus. Concept et définition. Donc effectivement, quand on parle de processus aujourd'hui, si on va sur Google, on trouve un certain nombre de concepts, on trouve des sigles, on trouve des schémas, on trouve des méthodes, on trouve des démarches, alors qui vont tourner autour du BPM, du BPA, de la BAM. On a aussi du Lean, on a du Six Sigma, on a du Lean Six Sigma. Et tout ça, c'est offre un magma parfois complexe si on n'y est pas préparé. Donc l'idée, c'est essayer de structurer et de comprendre finalement à quoi tout cela va servir et quel est le sens derrière tout ça. Donc une clé de lecture que je vous propose, qui est une façon d'appréhender ces différents éléments, c'est la suivante. C'est toujours de partir, alors historiquement, de la partie SI, parce qu'on s'aperçoit que dans un premier temps historique,
c'est l'urbanisation, l'architecture d'entreprise qui, les premiers, avec les services informatiques, ont commencé à explorer cette voie des processus. C'est ce qu'on appelle la dimension projet SI, très orientée avec des outils plutôt de BPA, Business Process Analysis, qui ont pour vocation de modéliser, de structurer et de faire des analyses d'impact. Puis rapidement, on a eu besoin, dans le cadre des métiers, de structurer aussi, de fluidifier, améliorer. Donc on retrouve aussi des aspects liés au Lean, de manière à ce que les métiers puissent utiliser ces bienfaits des processus dans le cadre de leurs activités. Donc aujourd'hui, la vérité, quelle est-elle? C'est dans le rond rouge ici qui s'affiche, c'est la logique transverse. Une autre façon également de dénommer les processus, qui est parfois un mot un petit peu tabou, qui peut avoir des connotations négatives quand c'est mal utilisé et quand c'est mal déployé dans une entreprise. Une autre façon de présenter les choses, c'est de dire ayons une logique transverse, essayons d'aller au-delà des silos qui sont respectables, qui représentent une organisation, mais le processus, avec sa vocation transverse, peut permettre d'avoir une vision différente, une vision longitudinale, et de par les bienfaits du processus, qui a un événement déclencheur, un événement de fin, et qui a pour vocation de répondre à un besoin client. C'est en cela que le processus est sain, puisqu'il a pour vocation à être concrètement répondre aux besoins d'un client bien déterminé. Ce processus qui va être un enchaînement d'activités qui vont se développer, qui vont se faire de manière plus ou moins fluide, plus ou moins automatisée, plus ou moins ordonnée. C'est en fait c'est cela vers lequel il faut tendre. On peut le faire sans outils, mais aujourd'hui, à l'ère du digital, on voit que les outils peuvent nous aider par la dématérialisation, ce sera plutôt le CM, par l'automatisation, ce sera plutôt le BPM, et par un ensemble de technologies complémentaires, comme la signature digitale, qui vont venir renforcer et apporter cette qualité sur les processus. Une autre façon de le présenter, et pour résumer ce que je viens d'évoquer rapidement, effectivement par des outils de modélisation. Alors pour les initiés, on a plutôt pour coutume de les dénommer BPA, donc Business Process Analysis. Ils vont permettre de modéliser avec des interfaces graphiques et surtout de bien identifier les métiers de l'entreprise et ensuite de les décliner dans une logique d'architecture pour faire des études d'impact et aider les urbanistes à visualiser et à maîtriser le système d'information. Ensuite, on passe aux moteurs d'exécution de workflow qui vont permettre d'instancier les processus et en liaison avec des bases relationnelles, d'automatiser et de faire fonctionner en logique métier ces différents processus. Et là, on va parler plutôt de BPM au sens encore un petit peu puriste, puisqu'on va vraiment manager, business process management, gérer les process et gérer les workflows, sachant qu'un workflow est un process particulier. Et par la suite, comme il est toujours sain et salutaire de mesurer ce que l'on fait, on peut recourir à différents outils. Il y a également des outils de BAM pour essayer dans cette galaxie des processus, Business Activity Monitoring, qui vont contribuer à disposer de tableaux de bord, d'instruments de mesure pour piloter et mesurer ce qui a été fait de manière dans le cadre d'un cercle vertueux, une logique un petit peu PDCA, puisqu'on a parlé un peu du Lean et des différentes démarches, Plan, Do, Check, Act, toujours après avoir agi, après avoir réfléchi, agi et mis en œuvre, mesuré pour mieux recommencer et pour mieux s'améliorer dans le cadre du cycle d'amélioration continue. Bien évidemment, tout ça ne se fait pas aussi facilement qu'on le souhaiterait, mais heureusement, on a des technologies comme les interfaces API, comme les connecteurs, qui vont permettre justement, dans le cadre d'une entreprise où il y a différents outils, c'est l'histoire qui a voulu, de pouvoir se connecter, se relier, s'interfacer avec ces différents outils de manière à aussi être cohérent par rapport à la marge de l'entreprise, par rapport aux outils existants, pour que le workflow, le processus soit également rattaché. On a beau dire qu'il est transverse, mais effectivement pas qu'il soit non plus éloigné du reste de l'entreprise. Donc on va chercher également à se connecter et à justement jouer cette synergie avec le reste des métiers pour concourir aux besoins du client. Un élément également au passage qui peut être intéressant, c'est quand on parle de processus, on a aujourd'hui un langage qui est plus exactement une notation, qui est BPMN 2.0 et qui permet de partager justement cette logique métier et SI. C'est un langage et une notation qui est assez explicite, donc il est très aisé, une fois qu'on a modélisé, de partager la modélisation avec les métiers, ce qui donne une opportunité
pour les acteurs du SI de montrer les modélisations, réciproquement au métier d'expliquer ce qu'ils veulent faire. Et c'est aussi un point fort, un point positif qui aide d'une part à avoir une modélisation de qualité, parce que sans être puriste, il est important de respecter certaines règles et certaines bonnes pratiques, et surtout une logique de partage et également d'évolution, puisque ce qui est rassurant, c'est de voir qu'un process bouge, qu'un process va évoluer. Quand un process reste un peu statique, c'est inquiétant, c'est-à-dire soit qu'il n'est pas utilisé, soit qu'il y a un problème. Donc quand on a la chance d'avoir modélisé et qu'on a un référentiel, il est d'autant plus facile de le faire évoluer et d'ajuster ce processus pour toujours s'ajuster au plus proche des besoins du métier avec toute l'aide que peuvent apporter les acteurs du monde technique ou informatique. Alors justement, quels sont les enjeux métiers et techniques qui interviennent dans le cadre et dans ce type de projet? J'en ai ici sélectionné 3 qui sont assez emblématiques. Donc le premier, c'est des documents à organiser. La situation, souvent, c'est quand les documents sont dispersés, difficiles à trouver, sous des formats divers et avec parfois des localisations difficiles à accéder, ne serait-ce qu'en termes d'habilitation. Donc l'idée ici, c'est de commencer à dématérialiser, à structurer et à organiser des espaces qui vont permettre de regrouper, partager et collaborer sur différents documents, et notamment la dématérialisation des documents à travers le CM se manifeste de cette façon par cette organisation d'un réceptacle qui va permettre de déposer, stocker intelligemment et donc de partager un document qui ensuite aura une vie soit documentaire, soit intégré dans un processus métier. Le deuxième axe, c'est des flux automatisés, puisqu'effectivement, on sait que dans l'entreprise, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, il y a des acteurs qui ont des tâches à réaliser. Ces tâches sont parfois assignées ou non, elles sont parfois ordonnées ou non. Actuellement, dans le cas de processus manuels, tout cela peut fonctionner, mais de plus en plus, on a des besoins de réactivité, on a des besoins de qualité, et donc on est amené à automatiser, et donc aussi, on peut dire digitaliser, pour rester dans les mots à la mode actuellement, ces différents flux. Et donc, quand on associe, puisque c'est un petit peu la thématique que l'on a retenue aujourd'hui sur la partie de workflow associée à des documents, donc le monde de l'ECM, associé à des flux automatisés, le monde du BPM, on a également l'arrivée de la signature digitale qui vient compléter ce dispositif dans certains cas, notamment puisque le cas qu'on présentera sera très orienté qualité. On a parfois besoin de vérifier que les signataires soient bien authentiques, que le processus a bien été respecté et qu'on dispose bien d'un certificat final qui permet de justifier une traçabilité et de justifier de l'identité et de l'authenticité des signataires et que le document a été correctement traité depuis le réceptacle organisé dont il vient, via un workflow pertinent qui s'est déroulé et avec une signature finale qui donne en quelque sorte le tampon digital de ce document qui ensuite sera officiellement validé. Les enjeux technologiques, tout ça c'est bien, c'est du discours, mais c'est pas si facile à mettre en œuvre. Heureusement, on a sur étagère un certain nombre d'outils, de logiciels, de progiciels, de technologies. Alors, ces technologies, telles qu'on les a identifiées, un certain nombre de 3 pour répondre à cette thématique. La première, c'est ce qu'on appelle l'ECM, l'Enterprise Content Management, c'est-à-dire disposer d'un outil de gestion documentaire, structuré, organisé, qui va répondre aux besoins initiaux et traditionnels des principales fonctions, structurer, archiver, rechercher rapidement, disposer d'un mode versionning cohérent pour que ces documents soient véritablement en quelque sorte un peu référentiels, non pas dispersés et épars. Donc ça, c'est pas toujours géré par le BPM, c'est pour ça que l'ECM est un outil pertinent qui va se concentrer sur la gestion documentaire. J'anticipe une question qui arrivera tout à l'heure, c'est faut-il utiliser le workflow natif de l'outil de jet de CM? Je dirais tout dépend de l'usage. Si vous avez un usage classique, un workflow très simple, la plupart des outils de CM
qu'il soit Alfresco, SharePoint ou OpenText, vont vous proposer un outil natif, plus ou moins évolué. Donc vous avez tout à fait le loisir d'utiliser ce workflow natif de l'outil de Jet2CM. En revanche, il peut arriver dans certains cas, soit en raison de l'historique de l'entreprise, c'est là déjà un outil BPM par ailleurs, elle peut décider de concentrer tout ce qui sera du monde du workflow et du BPM dans cet outil, ou si elle a besoin de gérer des tâches particulières qui vont au-delà d'un workflow documentaire, si on a des besoins d'intégration supérieure par rapport à des outils orientés métiers, des ERP, du supply chain ou du CRM, si on a besoin d'interfaces utilisateurs plus riches et personnalisables, ou également si on veut tracer les données, notamment si on est dans une logique qualité, comme ça arrive souvent, et notamment tracer les données, on peut être amené à dire l'outil workflow natif est très bien, il est très respectable, mais compte tenu de la richesse, pour ne pas dire de la complexité ou de l'importance des tâches ou des actions que l'on veut mener, on préfère choisir un outil dédié dont c'est le rôle et décider d'affecter à l'outil ECM la gestion documentaire et à l'outil de BPM la gestion processus ou workflow. Et enfin, si on veut également compléter ce dispositif par la signature digitale, ce qu'on appelle le DTM, Digital Transaction Management, on peut également choisir sur le marché un certain nombre de technologies, sachant que, je le présenterai tout à l'heure, depuis le 1er juillet 2016, il y a désormais une réglementation européenne qui est EIDAS, qui pousse fortement à cette notion-là. Et le plus souvent, ce qui est important par rapport à cette technologie, c'est qu'elle va permettre de gérer aisément une logique multisignataire et surtout la fin d'avoir un certificat unique qui permet la traçabilité et donc dans des logiques parfois de besoin qualité ou d'audit qualité, on a besoin de justifier de manière très claire et incontournable qui a signé, de quelle manière et à quelle date, avec un document qui fait foi et qui est opposable. D'où la conclusion logique qui va nous amener à la suite de la présentation, c'est de quelle manière pouvons-nous intégrer trois outils, qui sont trois outils dédiés, qui répondent très bien chacun à leur domaine, mais qu'on va essayer de faire fonctionner, de mettre en musique pour déterminer une solution globale, associant tous les trois pour fournir une solution métier qui permette de réaliser les différentes exigences des utilisateurs. Donc, dans le cas qui nous occupe, très clairement, on est parti d'Alfresco, donc qui est la technologie, la solution qui va incarner ici le monde de l'ECM et de la GEN pour la gestion documentaire. On a ajouté Bonitasoft, donc avec son outil Bonita BPM pour la gestion du workflow ou des processus. Et enfin DocuSign qui a été choisi également pour la signature digitale parmi les produits disponibles du marché. Donc la manière de procéder partait d'un constat, à savoir il fallait faciliter l'accès des différents acteurs tout en gérant des projets complexes qui vont impliquer des flux, des workflows, des processus documentaires en augmentation constante, puisqu'on s'aperçoit que le succès, quand vous mettez en place ce genre d'outils, bon, on augure qu'en général les gens l'utilisent, et quand ils l'utilisent, ça, du fait que c'est plus accessible et que c'est plus disponible, ben on doit gérer également le succès, et donc peu à peu on est contraint, enfin, le terme est mal choisi, on est motivé pour automatiser et pour continuer à améliorer la solution. Au passage, d'ailleurs, on dit souvent que la dématérialisation permet d'économiser les forêts. Dans les premiers stades des projets en général, quand un document est dématérialisé, il est d'autant plus imprimé, et donc au contraire, on utilise de plus en plus de papier, du moins dans les premiers temps des projets. C'est parfois des fausses idées reçues. Mais bon, globalement, on a plus d'avantages de dématérialiser qu'à garder la logique du papier. Donc ici, ce qu'on a cherché à faire en termes de structuration, c'est de s'appuyer sur l'outil de CM comme colonne vertébrale du système d'information projet documentaire, afin de garantir l'intégrité du document, tracer les documents, donc s'appuyant sur les grandes forces de l'outil ECM. Sur la partie BPM, on s'est concentré sur l'organisation des flux, la gestion des cycles de relecture, les tâches de validation et d'approbation qui ont été gérées sous l'outil BPM,
la capacité également d'automatiser la transmission des documents. Et donc ça, c'est toute la force de l'automation du processus, ce qu'on verra tout à l'heure dans la démonstration, avec le cas échéant des relances. Malheureusement, tout le monde n'est pas réactif comme on le souhaiterait, donc il y a aussi des systèmes qui vont permettre de vérifier si la tâche a été réalisée et si le besoin de relancer avant, pendant ou après l'échéance qui a été fixée pour la réalisation de chaque tâche. Et enfin la signature digitale pour compléter ce dispositif. Une parenthèse sur la signature digitale, puisqu'on a constaté récemment cette évolution. Donc je disais tout à l'heure, le 1er juillet 2016, désormais la signature électronique requiert ses lettres de noblesse, et donc il y a le règlement EIDAS. Donc ce n'est pas une directive, c'est une réglementation qui désormais officialise la signature électronique. Alors pour les puristes, on peut distinguer signature électronique et signature numérique ou digitale. Simplement, la signature électronique peut être un simple scan. Vous scannez votre signature, votre paraphe, vous êtes dans l'électronique, mais ce n'est pas suffisant, parce que pour que la signature soit légèrement, soit définitivement numérique, digitale et opposable avec garantie d'authenticité et d'intégrité, il faut qu'il y ait un certificat numérique, que fournit notamment DocuSign ou d'autres solutions analogues, qui va officiellement confirmer que toutes les règles ont été respectées, d'authentification, de non-répudiation de documents, et que vous pouvez ensuite sereinement faire foi de ce certificat en cas de besoin de traçabilité ou de contestation. Donc je vais maintenant passer à la partie démonstration, à la fois sur des retours d'expérience issus de différents secteurs et la démonstration sur le workflow documentaire associant l'ECM, le BPM et la signature digitale. Tout d'abord, pour introduire le sujet, je voulais juste rappeler un des bienfaits également de la démarche processus. On a eu le cas récemment chez l'un de nos clients qui nous a fait venir, puisqu'il a toujours 3 entités, l'entité A, l'entité B, l'entité C, qui chacune œuvre et contribue au métier de l'entreprise avec simplement quelques variantes en fonction du cycle de vie du client, du terminal qu'il va utiliser et également du niveau de prestation qui va être proposé. Donc on a eu l'occasion de faire quelques pérégrinations, d'aller rencontrer chacune des équipes qui nous accueillent à Brésil. Donc tout va bien. Nous avons modélisé, dans ce que j'ai mis ici en réduction, c'est les processus qu'ils avaient déjà modélisés. Donc on a dit bravo, très bien, nous prenons, merci beaucoup. Donc l'entité A était ravie, elle avait modélisé ses processus, elle avait dit nous on a des besoins très concrets, mais vraiment très différents de nos collègues de B et de C qu'on estime beaucoup, mais ça n'a vraiment rien à voir. Très bien. Entité B, même discours. Entité C, même discours. Donc on a collecté ces informations, on a discuté avec les gens, on a essayé de comprendre leurs problématiques, leurs besoins, leurs différentes exigences. Et on s'est aperçu de quoi? C'est que finalement, quand on discute avec eux, que ce soit l'entité A, l'entité B ou l'entité C, ils commençaient toujours par une initiation de la relation, quel que soit A, B ou C. Ensuite, ils accueillaient leurs clients, certes avec des variantes, mais ils l'accueillaient. Ensuite, ils le traitaient, et ensuite, ils l'évaluaient. Donc, alors je vous la fais courte, mais on a fini par leur dire la chose suivante. Écoutez, vous avez 3 entités qui vont toujours perdurer, mais en fait, vous avez le même process, le même macro-process, si ce n'est que vous aurez des variantes. Donc, ici, les processus de soutien, ils sont effectivement, mais il n'y en a que 5, il n'y a que 5 processus différents qui vont parfois s'adapter à l'entité A, B ou C, mais finalement, pour l'entreprise, vous avez la chance et l'opportunité d'avoir un seul processus qui est identique pour les 3 sociétés, mais qui va être ajusté, paramétré et mis sous forme de variante pour s'adapter à chaque spécificité. Et l'intérêt de ça, c'est qu'à l'époque, ils devaient changer de système informatique, type ERP par exemple, et qu'ils avaient 3 mois pour le faire parce qu'ils avaient une contrainte de subvention. Si les travaux et le choix du logiciel n'étaient pas faits avant les 3 mois qui suivaient, ils ne touchaient pas la subvention de plusieurs millions. Et donc grâce à notre démarche, on a réussi dans les temps, d'une part, à sélectionner l'outil, à démarrer le projet et à avancer suffisamment pour qu'ils puissent obtenir leur subvention. Donc voici un exemple assez sympathique où la démarche processus, une démarche transverse, tout en respectant les besoins
des utilisateurs et des entités métiers, mais tout en essayant de structurer, converger, factoriser en quelque sorte pour une meilleure convergence, a permis pour cette entreprise de continuer à fonctionner, mais avec un mode mieux organisé, plus cohérent, avec des économies d'échelle, puisque au lieu d'avoir 3 systèmes de gestion, il n'y en a eu qu'un seul, donc on n'a pris qu'une seule technologie. En revanche, on a fait en sorte, bien évidemment, que par le paramétrage, que par des variantes, chacun puisse bien réaliser son métier, avec les quelques différences qui existent, mais qui globalement concourent à la réalisation de la même promesse, du même service auprès de leurs clients et utilisateurs. Donc c'est un petit peu la même démarche qu'on a retenue dans le cadre de la démonstration qu'on va faire ici, où en fait on a construit un corps modèle qui s'applique aux principales entités qualité que l'on a eu à rencontrer, que l'on a animé pendant un certain nombre de semaines, voire 2 mois, et elles ont toutes eu donc un corps modèle final qui était identique pour elles, mais avec évidemment des variantes, des paramétrages, des personnalisations qui leur permettent au dernier moment de s'ajuster par rapport à leurs spécificités et qui leur sont propres. Donc au démarrage ici de ce workflow, on part de l'outil de CM qui est Alfresco, et donc on va se connecter pour mettre à jour un document. Donc ici, on est dans le dossier public, où on a une procédure qualité qui est actuellement à jour, mais qui ne l'est plus puisqu'on doit, compte tenu des réglementations, rajouter un chapitre ou corriger certains éléments. Donc on repère où se trouve ce document original, on crée un nouveau document qui va être le document à réviser et qui va porter en fait toutes les propriétés dans le cadre du workflow que l'on va maintenant dérouler. Comme on a également un certain nombre d'options, et on disait l'outil ECM est puissant, on respecte et on utilise les fonctions qui lui sont propres, on a imaginé également de créer ce qu'on appelle le cycle de vie, alors que vous allez voir se mettre en action tout à l'heure, et le cycle de vie va permettre de suivre toutes les actions liées au workflow depuis le document. Ce qui permet aussi, quand on est dans une interface ECM comme Alfresco, de pouvoir suivre et piloter le cycle de vie du document. Donc je me connecte maintenant à l'interface Bonita BPM pour lancer le workflow. Donc ici, vous le voyez, justement j'ai des variantes de workflow et pour l'entité que je représente, je sélectionne celui qui me correspond et je vais lancer mon workflow et j'arrive sur la première étape qui va être l'interface de lancement dans laquelle je vais sélectionner les documents que je vais utiliser. Et on a déjà ici un premier exemple d'intégration entre Bonita et Alfresco, puisque ici on a développé, on le précisera tout à l'heure, un certain nombre de connecteurs pour accéder au dossier dans lequel va se trouver le document à la fois original, qui sera le document qui à la fin sera remplacé, et le document initial, qui est le document de révision, que l'on va faire parcourir tout au long des étapes du workflow. Donc la première prouesse, elle est ici, c'est de connecter et d'intégrer depuis l'interface Bonita la capacité de visualiser les documents qui se trouvent en temps réel dans l'interface Alfresco. Dans un deuxième temps, on a mis en place une logique de validation et d'approbation. Donc on sélectionne, dans le cadre de menus déroulants, les différents acteurs qui peuvent être multiples, qui vont être les valideurs dans un premier temps, puis ensuite des approbateurs qui vont approuver le document. Et puis enfin, on sélectionne les signataires qui peuvent être multiples également, avec une différence ici, autant les valideurs et les approbateurs sont des personnes qui sont internes à l'entreprise, donc qui vont être dans l'Active Directory de la société considérée, autant les signataires, on a la capacité également d'intégrer des personnes externes qui sont hors de l'Active Directory. Donc, ce qui permet dans certains cas d'avoir une souplesse et d'invoquer des participants qui sont soit en interne ou soit en externe, bien évidemment, en mode multisignature. Et puis à la fin, on va préciser simplement quel est l'objet du mail que recevra chaque signataire, puisqu'en fait, autant la partie validation-approbation se déroule sous Bonita, la partie signature ensuite sera gérée directement par l'interface
cloud et email de DocuSign. Et donc, on recevra un email directement. On verra tout à l'heure comment ça se passe pour consulter le document et le signer, avec également un petit texte dans l'email. Donc, à partir de ce formulaire, c'est uniquement ce qu'on a besoin de renseigner et tout le reste, ensuite, va se dérouler de manière automatisée, planifiée, organisée, depuis le départ du document jusqu'à sa signature finale par l'ensemble des signataires. Donc ici, on visualise à ce stade que je viens de lancer le processus et que le prochain valideur est Anthony. Et donc ici, je suis dans l'interface Alfresco et le cycle de vie s'est mis en place. Au passage, on a un certain nombre de statuts qui m'a de savoir que le statut actuellement est en validation. Il évoluera à chaque étape du processus. On a le nom du propriétaire du document, qui est à la fois celui qui a lancé le processus et qui est le master, le owner du document. Et ici, on a le versionning qui se mettra à jour à la fin du workflow. Donc, je retourne ici dans Bonita, et là, je suis en posture valideur. Donc, je suis Anthony Nichols. Je visualise, alors là, il n'y en a qu'une, mais parmi la corbeille de tâches, l'ensemble des tâches, et je décide ou non de valider l'une ou l'autre d'entre elles. Là, en l'occurrence, c'est la tâche que l'on a lancée, qui est une tâche de validation. J'ai le choix d'approuver, enfin de valider ou de ne pas valider, par oui ou par non. J'aurai l'occasion également de mettre un commentaire. Je peux visualiser également le document. Donc là encore, intégration Bonita Alfresco pour visualiser directement dans l'interface Alfresco le document depuis l'outil Bonita dans lequel je suis en train de valider cette tâche. Quand la tâche est validée, si je suis maintenant dans Alfresco, je visualise que mon premier valideur a validé et j'ai l'identité d'Isabelle qui va être le prochain valideur. Ici, dans cet exemple-là, je vous ai pris un mode séquentiel, c'est-à-dire que chaque valideur intervient l'un après l'autre en mode séquentiel. La prochaine étape d'approbation sera en mode parallèle, pour les besoins de la démonstration. Je me connecte donc maintenant, vous avez compris, en tant qu'Isabelle, je visualise mes tâches, je valide, je consulte mon document, je fais oui ou non, je mets un commentaire si j'ai besoin, j'accepte et je visualise dans l'interface Alfresco que maintenant mes 2, 3 ou 4, quel que soit le nombre de valideurs, cette étape est réalisée. Je suis passé à la nouvelle étape d'approbation. Et là, la différence, c'est que j'ai l'ensemble des approbateurs. Bon, là, il y en a 2, s'il y en avait 5, on aurait les 5 noms qui apparaîtraient, Thomas et April, qui doivent valider, qui doivent approuver le document. Et mon document est passé au statut en approbation. Donc, je vous ai compris le principe. Je me connecte en tant qu'approbateur dans Bonita. Donc, je suis Thomas. J'ai ma tâche ici d'approbation. Et alors là, vous constatez quelque chose. Ça ressemble beaucoup à la tâche de validation. Et c'est le cas, puisqu'on a réussi à capitaliser et à factoriser en termes de développement. L'interface de validation et d'approbation est la même. Et donc, c'est un des gains du BPM. Une fois qu'on a développé cette tâche de validate, on l'a dupliquée en tant qu'approuve, donc on a quand même eu un peu d'intégration, mais on a en quelque sorte fait du mécano. Et c'est aussi une façon, par des bonnes pratiques, de développer rapidement pour ces tâches-là en l'occurrence. Bon, pour d'autres, ça reste un peu plus long, mais on arrive à mettre en place une bibliothèque d'objets qu'on peut réutiliser en fonction des besoins. Bon, ici, clairement, pour les besoins de démonstration, je vous propose un workflow en 5 étapes. Mais bien évidemment, avec Bonita, on peut tout à fait faire des workflows beaucoup plus complexes, avec des étapes multiples et des gateways et un certain nombre de choix et d'occurrences et de cheminements qui peuvent être tout à fait complexes. Ici, la complexité, elle n'est pas dans la complexité du processus, elle est dans l'intégration de multitechnologies, ECM, BPM, DTM. Donc, ici, j'ai Thomas qui a approuvé le document, et donc je vois qu'il me reste encore April ici, qui doit encore l'approuver. On approche du but, donc April se connecte, je passe rapidement, elle va approuver. Bon, je ne vous fais pas également les cas non linéaires. Il y a également un ensemble de tâches de rejet avec des messages et des tâches de rejet qui sont revenues.
À ce stade, nos valideurs ont validé, nos approbateurs ont approuvé, et on arrive à la troisième étape de signature, où là on affiche également donc les 3 signataires qui ont été renseignés au départ dans le formulaire de lancement. On est maintenant au statut document approuvé, et donc il va bientôt être signé. Donc à ce moment-là, donc juste entre parenthèses, je vous montre ici si je suis un superviseur. Je peux également suivre en temps réel depuis la console de pilotage DocuSign que mon document que j'ai lancé est arrivé à l'étape signature. J'ai ici dans l'interface les 3 signataires. Il y a marqué Needs to Sign, donc en attente de signature. J'ai le current qui est le premier signataire et les 2 autres qui signeront après que le premier signé, puisque là ici on est en mode séquentiel pour la signature. Donc comment ça se passe pour la signature? Je reçois un email, donc en tant que premier signataire, et de même pour les suivants. Donc on retrouve ici l'objet que l'on avait renseigné dans le formulaire de lancement. On retrouve le texte ici, qui avait été renseigné dans le formulaire. J'ai la capacité de cliquer ici à l'intérieur du mail pour consulter le document qui me sera présenté, qui est le document initial, de manière à vérifier avant de signer de quel document il s'agit, s'il n'y a pas d'erreur et si je suis d'accord effectivement pour le signer. Donc le document s'affiche de cette façon-là. Voilà, donc je peux le parcourir, ces différentes pages, et quand à la fin je suis satisfait, je décide de signer. Donc j'appose ici ma signature. J'ai ici à gauche un certain nombre de champs qui permettent de mettre soit le para, soit la signature. J'ai aussi des options, là je ne les ai pas montrées ici, mais qui permettent de définir le caractère, faire un petit peu de design. Bon, pour faire simple, j'appose ici le design standard. Je clique sur terminer et j'ai signé mon document. Si je suis le superviseur, je peux m'apercevoir que mon premier signataire a signé et que maintenant ça va passer au deuxième qui est au statut current, le premier completed et le troisième est en attente. Donc je suis le deuxième signataire, je reçois mon email, je consulte mon document, j'appose ma signature après le premier, donc je suis en mode séquentiel, je fais terminer et le superviseur pendant ce temps, s'il a un petit peu de temps, il peut suivre en temps réel, s'il est un petit peu pressé, que tout se passe bien. Sinon, il a moyen soit de réassigner, bien évidemment, le signataire à une autre personne, soit d'annuler. Donc, toute la console permet également de gérer les cas non linéaires, si on doit aller vite ou s'il y a quoi que ce soit, une personne absente, malade, et qui doit être remplacée par un autre signataire. Au passage, c'est la même chose pour les étapes d'approbation et de validation. Je ne l'ai pas signalé, mais évidemment, on peut désassigner, réassigner pendant le workflow à tout moment si un signataire n'est pas disponible, si un approbateur ou un valideur n'est pas disponible, vers une autre personne ou pas, ou le supprimer du workflow ou en faveur d'une nouvelle personne. Donc j'arrive ici à la fin de mon workflow, j'ai ma troisième signature, je termine, et donc si je suis le superviseur, je suis satisfait parce que je vois que je vais bientôt recevoir mon document signé avec la signature des 3 signataires et mon certificat, et voilà, c'est la fin. Donc j'ai un certificat authentique fourni par DocuSign, qui est un tiers de confiance, donc qui a cette capacité à le fournir. Pour des besoins de traçabilité, c'est juste une logique qualité, je suis très content et très satisfait, puisque j'ai l'identité des signataires, les jours, les heures, et donc tout cela me permet sur un document unique de pouvoir justifier de la signature effective en posture digitale de mon document qui est parti d'Alfresco, à naviguer dans Bonita. Bonita sur l'outil maître qui a articulé l'ensemble entre DocuSign et Alfresco de manière à aboutir à la fin à ce certificat. Et le document signé va remplacer le document initial avec une nouvelle version. Donc voilà, ici on a le document qui passe en version 2.0, c'est une version majeure. On a l'ensemble de l'historique également ici, au passage, donc en quelque sorte on a un historique dans Alfresco, on a un historique dans DocuSign, on a également un suivi des actions de responsabilité dans Bonita, donc tout dépend de la manière dont la personne va pouvoir accéder ou non à l'outil. Et donc on est ici à la fin du workflow, avec le document qui est de retour dans le réceptacle organisé de stockage et de gestion du document dans
dans cette solution globale ECM, BPM, DTM. Donc, pour conclure, quelques bonnes pratiques qui permettent de partager avec vous les grands enjeux et ce qu'on a retenu de ces différentes expériences. Alors tout d'abord, je l'ai précisé tout à l'heure, l'outil Bonita avec à partir d'un certain nombre de connecteurs natifs ou non nous a permis de réussir cette intégration. Donc pour la connexion Bonita Alfresco, des connecteurs Bonita natifs de type CMIS pour accéder aux documents et le récupérer depuis Alfresco et pour ensuite le gérer via Bonita et ensuite via DocuSign. Et également des API REST qu'on va utiliser tout au long du workflow pour communiquer entre Bonita Soft et Alfresco, notamment pour mettre à jour les statuts dans Alfresco et pour fluidifier toute cette coopération procésso-documentaire, si je puis dire, entre Bonita et Alfresco. Et de même, Bonita va utiliser un connecteur. Alors là, il n'y avait pas de connecteur DocuSign, donc on est parti d'un connecteur standard Bonita que l'on a adapté pour les besoins DocuSign et donc qui nous a permis ensuite de le personnaliser aux besoins de la solution. Donc des connecteurs natifs côté Alfresco et Bonita et un connecteur personnalisé que l'on a conçu pour les besoins de la cause mais qui ensuite est réutilisable et capitalisable. Donc c'est ce que j'ai expliqué ici, hein, vous pourrez lire sur la présentation. Donc API REST et connecteur CMIS pour la liaison ECM-BPM. Pour la partie digitale, le langage standard c'est du Java, donc pas de panique, on avait dans notre équipe des sachants Java donc, que l'on a formés d'une part à Bonita et d'une part qui sont montés en compétences et qui ont pu développer en relation également étroite, on le verra tout à l'heure, avec les équipes Bonita Soft, une librairie qui a été la librairie Digital Signature qui permet de gérer cette fonctionnalité. Et enfin également, je l'ai cité aussi, en termes de bonnes pratiques, ne pas hésiter à gérer des sous-processus mutualisables, c'était le cas des tâches de validation et d'approbation, qui permettent ensuite d'avoir un workflow plus stable et également de mutualiser certaines tâches pour les différentes variantes du workflow. Donc on a vraiment capitalisé à la fois sur la puissance de l'outil BPM, sur sa capacité de modélisation en processus, activité, tâches et sous-processus, et sur les différents connecteurs qui permettent de se connecter aux différentes technologies. Ce qui est important, et on le disait tout à l'heure, un projet, c'est certes des démarches méthodologiques. Alors j'aurais pu dire qu'on a fait de l'agilité, etc. Mais bon, c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais effectivement, dans ce type de projet, il y a des phases où on a plutôt été en mode agile, quand il a fallu aller très vite et construire des premières maquettes et des premiers résultats avec les utilisateurs. Parfois, on est revenu à des cycles plus classiques quand il a fallu se poser, consolider la solution. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans les hommes et les femmes, et notamment tant côté client, qu'on a commencé déjà à former, parce qu'on ne peut pas débarquer impunément sur ce type de projet si on n'a pas un minimum de formation. Alors d'abord, on va dire conceptuel, quand on parle de processus et de workflow, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de gestion documentaire, qu'est-ce que c'est? Ensuite, des sessions plus techniques, où on forme à l'outil, à l'utilisation de l'outil, de manière à favoriser, lors des ateliers de spécification notamment, une bonne adhésion, une bonne qualité d'échange entre les équipes métiers, les équipes Soprasteria, les équipes Bonita et tous les experts qui vont concourir, également Alfresco et DocuSign, bien évidemment, tous ces experts qui vont concourir à la réalisation de la solution. Donc là, on a utilisé notamment les ressources des équipes training de Bonita, également de partenaires qui au tout début nous ont aidés justement à mettre en place le projet et à avoir les bonnes conditions de travail, de licence, etc. pour commencer les travaux. Donc ensuite on s'organise, donc on crée une équipe étendue, puisqu'on s'aperçoit que ce type de projet, il y a plusieurs partenaires, donc il a fallu coordonner Alfresco, Bonita, DocuSign, coordonner les équipes du client, puisqu'il y avait plusieurs entités métiers pour aboutir à un corps modèle, coordonner également les équipes internes, qui sont également des équipes multipluridisciplinaires. On a des spécialistes documentaires, des spécialistes processus, tout ça avec des experts métiers, de manière à converger sur la solution intégrée. Et là, on a également travaillé avec l'équipe Professional Services de Bonita Soft, qui nous a apporté, en tant que de besoin, sur des aspects qui relèvent effectivement de la compétence de l'éditeur. Ils sont intervenus. Pour tout ce qui est conseil et intégration, c'est Soprasteria qui est intervenu.
et en fait on arrive à une bonne intelligence puisque chacun intervient dans son domaine de compétences, et ce qui permet d'avoir un projet fluide et surtout de pouvoir faire avancer la solution. Et donc effectivement à la fin on a même eu le Customer Success qui nous a aidés, puisque vous le voyez, les équipes Bonita sont très riches. Alors ça peut sembler curieux au départ, mais dans le projet qu'on a eu à gérer, ça a été très fluide, ça a toujours été très clair pour nous. Quand il fallait solliciter un acteur, on savait si c'était professionnel, service, training, marketing, customer ou support. Et c'est assez intéressant. Alors, même si on a pu travailler avec différents éditeurs, il faut dire qu'en l'occurrence, et sans flagornerie vraiment aucune, ça a été sur un projet très complexe, il faut quand même le reconnaître, une excellente manière de collaborer, et chaque acteur de chacune des équipes apportait à chaque fois la valeur ajoutée à l'instant T sur la problématique qui nous était présentée. Et qui nous a permis en fin de compte de mettre en place une bonne conduite du changement pour réaliser l'objectif commun BPM, ECM, DTM, avec des solutions globales ambitieuses, parce qu'au départ c'était un challenge. Juste pour raconter un petit peu la démarche, on a d'abord construit un pilote. Une fois que ce pilote a validé la capacité d'intégrer, mais réellement et concrètement, les 3 technologies, on a poursuivi par des itérations successives et des versions successives en montant en complexité et en montant aussi en richesse et en complétude fonctionnelle selon les différents besoins ensuite des acteurs. On avait certains acteurs qualité qui étaient très friands de traçabilité, donc on l'a vu tout à l'heure, d'autres qui étaient plutôt friands d'autres fonctions. Donc on a essayé que la solution reste stable malgré les demandes parfois divergentes ou je dirais très spécifiques de l'un ou l'autre des métiers. Donc je conclurai sur ce dernier point qui est le retour sur investissement. Ce que l'on peut souligner ici, c'est que par rapport à parfois des logiciels métiers qui sont très intéressants parce qu'ils apportent déjà une structuration. En revanche, ici, on avait à mettre en place des workflows qui étaient très spécifiques. En quelque sorte, on peut dire que l'outil BPM a permis de manière très fluide et plus avantageuse que le recours à un outil lourd et standard de pouvoir répondre tant en matière d'interfaçage, de données et de besoins métiers à l'ensemble des besoins des différents acteurs et utilisateurs, tout en valorisant bien évidemment un binôme important qui était éditeur-intégrateur. Et ce genre de projet, on ne le réussit pas tout seul. D'une part, parce que de nos jours, nul ne peut prétendre agir tout seul vu la complexité des sujets. Mais là, en l'occurrence, on a construit un partenariat très fort entre l'éditeur, l'intégrateur et tous les acteurs, bien évidemment de manière étendue du projet, qui nous a permis de fournir cette solution. La deuxième idée, c'est que comme on a un certain nombre d'entités métiers qui partagent une même destinée, un même processus, un même workflow coordonné, on a réussi à mutualiser, et ça c'est important, ça a contribué aussi à diminuer les coûts du projet, et en même temps à le rendre plus solide, puisque comme on a un corps modèle qui est standard et qui est partagé, c'est d'autant plus aisé et d'autant plus efficace et d'autant plus solide à maintenir et à faire évoluer que plutôt que d'avoir des développements spécifiques divers et variés, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, la contextualisation par du paramétrage et par des variantes. Mais ce ne sont que des variantes et des paramétrages et non pas des développements supplémentaires. Et enfin, en termes de hiérarchisation, on a vu ça également sur un des projets qu'on a eu à faire récemment, c'est que le BPM, quand il est bien utilisé, permet d'avoir un certain nombre d'avantages et il peut également figurer parmi les projets prioritaires, y compris en période de récession budgétaire. Et j'ai souvenir d'un de mes clients, c'est une mutuelle qui commence par M, qui finit par F, qui m'avait fait venir au tout début de la mission et qui me disait, il est clair qu'on va avoir des gains, peut-être qu'on pourrait penser diminuer des ETP. Il m'a dit non, ça ne sera pas le cas. Nous, le temps qu'on va gagner, les gains de productivité, on va les affecter à faire de la qualité, c'est-à-dire à mieux travailler, à mieux répondre et à répondre à un plus grand nombre de dossiers pour nos clients. Donc vous voyez que parfois le mot processus peut être connoté de manière très négative, ça a parfois été très mal utilisé pour des objectifs peu recommandables, c'est arrivé, ça arrivera. En revanche, quand il y a une maturité dans l'entreprise, et c'est le cas de certains acteurs, on peut tout à fait
imaginer effectivement que les gains soient redistribués, soit pour de la qualité, soit pour améliorer, et soit pour renforcer justement la logique métier et la collaboration des différents acteurs. Donc en guise de conclusion, le message que je souhaiterais simplement partager avec vous, c'est qu'on a parlé beaucoup de technologie, on a parlé beaucoup de démarches, elles sont multiples et variées, hein, il faut l'adapter bien évidemment aux différents contextes, mais s'il y a une chose qui est importante, une chose qu'il ne faut pas rater, c'est bien les équipes, parce que la différence entre le désert et le jardin, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. Voilà, je vous remercie de votre attention. On peut maintenant répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Oui, alors merci pour vos questions. Nous avons malheureusement peu de temps pour prendre les questions, donc vous allez répondre à quelques-unes. Et ne vous inquiétez pas, celles auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, nous vous répondrons par écrit par la suite. Alors, je ne sais pas si Bruno, tu vois bien les questions. Alors, déjà, je vois une question très générale. La présentation pourrait-elle être mise à disposition? Vous pourrez retrouver sur le site de Bonitasoft la vidéo de ce webinaire. Et puis, si vous êtes intéressé par certains aspects de la présentation, n'hésitez pas à nous contacter et puis on pourra amplifier certains aspects de cette présentation, certains slides, si c'est ça en particulier qui vous intéresse. Nous avons une question sur comment sont gérés les indicateurs et les TB dans cet outil. Donc j'imagine que les TB sont les tableaux de bord. Sinon, n'hésitez pas à préciser. Oui. Alors, est-ce que tu veux... Je te laisse répondre. Oui, tout à fait. Donc là, j'ai présenté un cas nominal. On a évidemment toute la partie reporting, analytics, tableau de bord, et géré à partir du standard Bonita. Donc dans le cas de la première phase du projet, justement, l'une des exigences côté client pour faciliter l'évolutivité du produit, c'est de ne pas faire de spécifique. Donc on a simplement utilisé l'ensemble des fonctions analytics de Bonita qui permettent justement de faire la traçabilité, de suivre les différents délais, les tableaux de bord. Voilà. C'est le standard Bonita qu'on a utilisé. Faut savoir que dans Bonita, donc, on a des rapports et des tableaux de bord natifs qui, en général, si vous utilisez la version communautaire que vous ne voyez pas, parce qu'ils sont seulement dans les éditions de souscription. Et il faut savoir qu'on a la possibilité avec le UI Designer de créer exactement les écrans que vous voulez. C'est le même outil qu'on utilise pour les formulaires, qui permettent de créer des pages de portail qui donnent des statistiques sur les temps d'exécution des tâches, sur le nombre de tâches assignées à telle ou telle personne, le nombre de tâches qui ont telle donnée. Enfin, vous créez vraiment ce que vous voulez avec un outil qui est fait pour ça. Il y a une autre question sur pourquoi ne pas avoir utilisé Activity, qui est le moteur d'Alfresco, pour vous intégrer à DocuSign. Donc Bruno, tu as répondu à cette question dans la présentation. Peut-être pour résumer. Alors, je peux le rappeler. Alors, je vais compléter ma réponse, parce que concrètement, dans le cadre de ce projet, il y a eu un POC Activity, il y a eu un POC Bonita. Donc, les deux outils ont été challengés, d'une part parce que Alfresco était déjà présent dans l'entreprise, donc la logique effectivement était de regarder ce que faisait Activity, et d'autre part, Bonita était également présent dans une filiale qui utilisait déjà Bonita. Donc, voilà pourquoi les deux outils. Et à la fin, une fois qu'il y a eu l'étude financière, technique, d'intégration, l'ensemble des paramètres a penché plutôt en faveur de Bonita. Très bien. Et je vois une dernière question qui est, tu as parlé du fait que les processus d'une entité à l'autre souvent finalement se ressemblaient. Comment est-ce que vous avez pu capitaliser là-dessus dans le projet sur la personnalisation des processus? Une fois qu'on a dessiné un processus standard, comment est-ce qu'on peut l'adapter? Est-ce qu'il faut tout redévelopper? Comment ça se passe? Alors en fait, on a défini deux modes de déploiement. Il y a le déploiement qu'on appelle standard, c'est-à-dire une fois qu'on a développé le corps modèle, ce que je vous ai montré, c'est le corps modèle. Et ce corps modèle, une fois qu'il est créé, on peut le dupliquer pour l'entité A, l'entité B, l'entité C. Donc ça, c'est le premier niveau de déploiement. Et là, c'est simplement du paramétrage, c'est-à-dire qu'ils nous disent quelle entité êtes-vous. On connecte sur leur site Alfresco, donc c'est le premier niveau de paramétrage.
on définit quel est l'ensemble des paramètres, par exemple j'ai cité qu'on avait, mais je ne l'ai pas montré aujourd'hui, des relances email. Donc on leur demande de nous donner leurs critères. Est-ce qu'on relance 2 jours avant ou 5 jours avant l'échéance? Est-ce qu'on relance 2 jours après ou 5 jours après la date passée? Donc il y a un ensemble de paramètres qui sont des paramètres justement. Et donc ça c'est du déploiement parce que ça se fait en quelques jours. On prend le corps modèle, on le duplique et on ajuste à l'entité métier. Il y a un deuxième mode de déploiement qui est un déploiement un peu plus lourd où on prend le corps modèle, mais où là effectivement c'est pas un simple copier-coller avec paramétrage, mais on a besoin de rajouter une fonction ou 2 ou 3. Et donc à ce moment-là, le corps modèle reste d'actualité et en fait on crée une variante qui va intégrer 1, 2 ou 3 nouvelles fonctionnalités. Et après on décide soit de dire que ces fonctionnalités restent spécifiques pour cette entité D, E ou F, ou alors si jamais elle peut intéresser d'autres entités, on va les réinjecter dans le corps modèle, ce qui fait que les autres vont en bénéficier, et donc que ce corps modèle, il vit et il évolue, et qu'à chaque fois qu'il évolue, il peut aussi permettre aux entités qui sont passées en premier de récupérer des fonctions qui ont été créées pour d'autres, mais qui les intéressent, bien évidemment. Sinon, on peut les occulter. Donc après, en fait, on joue sur les fonctions Bonita, qui permet justement soit de choisir le nombre de workflows qu'on veut faire apparaître. On choisit 3, 5, 7, 10 workflows. Et pour chaque workflow, quel est le degré de granularité ou le degré de personnalisation que l'on souhaite retenir. Donc là encore, l'outil Bonita nous permet de manière très souple de gérer cette personnalisation selon la capacité du métier à prendre de manière standard ou moins standard le corps modèle qui a été développé au niveau du groupe. Très bien. Je suis désolée, on ne pourra pas prendre toutes les questions aujourd'hui. Du coup, nous vous répondrons par écrit à celles qui n'ont pas pu être répondues. Du coup, je vous propose de terminer là ce webinaire. Bruno, je te laisse présenter le dernier slide pour montrer les informations de contact. Oui. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin, de plus d'informations et un projet à analyser, n'hésitez pas à revenir soit vers Bruno City, soit vers moi-même. D'accord, vous avez nos informations de contact ici. Merci beaucoup, Bruno. On reste à votre disposition et avec plaisir. Merci Anne-Laure et merci à vous de votre attention. Et sachez juste que ce webinaire sera fait en anglais mardi prochain à 18 h. Si jamais vous aviez des collègues qui préféraient l'écouter en langue anglaise, ce sera à nouveau disponible en langue anglaise mardi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.